sais pas si on a vu ça, mais on va commencer. OK. Bonsoir, Alain Bergel. Bonjour pour vous, pour toi. Oui. On va commencer ce programme. Merci d'avoir accepté, malgré les différences au niveau des horaires. Et avant de commencer avec les questions, je dois préciser que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je même voir, puisque c'était Elul, même Zaïn. C'était peut-être un peu mon introduction à la vie américaine, qui m'a montré les premiers tuyaux à la yeshiva, qui faire, quoi faire, avec tous les mashgichim, etc. Et merci aussi d'avoir reçu mon fils quand il a une très bonne année chez toi. Merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, je vais te demander de te présenter ta famille. On a une photo quelque part. Je vais me la mettre aussi, la préparer. Donc, si tu veux me dire un peu sur toi, sur ta famille. Voilà, je suis né à Aubervilliers, que je pense que beaucoup d'entre nous savent exactement où c'est. Et j'ai grandi à Bruxelles, en Belgique. Mon père a pris une shlichut envoyée par le rabbi à Bruxelles en 70 et Tafshin Lamed. Et donc, elle était Rav et Dayan et Shochet. Et après ça, je suis parti étudier à Moristan, et chez le Rabbi. Et je suis resté quelques bonnes années. J'étais en shlichut à Miami, entre autres, pendant 2 ans, en tant que barou. Et puis, ensuite à 770. Ma femme est de Montréal. Donc, je me suis marié à Montréal. Et on est resté après le mariage, on est resté à Crown Heights au collège pour environ 1 an. Et après ça, je suis parti à Postville, Iowa. J'avais oublié. Ouais, pendant presque 1 an, on était chez la famille Rubashkin. Shlomo Trai Zoller Langleben était mon boss. C'est lui qui m'a emmené là-bas. Je suis resté là-bas 1 an. Après ça, il y avait la tzad de venir à Singapour en shlichut, qui était assez intéressante parce qu'en fait, c'était pas quelque chose qui était sur l'écran pour nous, Bichlal, mais qui est venu avec des hatzaot, des bons amis à nous. Le Rav Shriki de Sydney, de la communauté Sfarad, aussi un shliach à Sydney, m'avait parlé de Singapour, et tout à fait en passant, et aussi le Rav Nir Gurevich de Surface Paradise, qui m'a aussi parlé de Singapour. Et puis quand c'est venu avec une hatza de Laser Afton à New York, un très bon ami à moi, dont le frère Mordechai Afton est shliach à Hong Kong. C'est là où ça a vraiment commencé à bouger, et on a entamé les démarches, et voilà, le reste, c'est de l'histoire. Super. OK, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille, qui on a ici? Et ma femme, évidemment, et mon fils, ma fille d'abord, Naomi, qui est maintenant aux États-Unis. Oui, Naomi. J'ai Raphaël Meir, qui est maintenant à New York. Et ma fille Rina, qui est aussi à New York, étudie à Touro College maintenant. Mon fils Arié, et qui va faire 18 ans, il ira bientôt. Ma fille Hanalea, et qui a 14 ans. Et ma fille Sarivka. Cette photo a quelques années, donc ça a été pris, je pense, 2-3 ans. Maintenant, il y a des triplets après? Il y a des jumeaux après? Il y a des jumeaux après? Après, Nigmar Isaac. Yeah. Ta femme parle aussi français? Oui, francophone, aussi d'origine du Maroc. Ma femme est née à Casablanca. Donc, voilà. Et bon, elle est arrivée à Montréal très, très jeune, elle avait 1 an ou 2 ans. Et donc, voilà, famille francophone des deux côtés, moi et elle. Super. Oui. Et alors, ça vous aide de parler français à la shlichut à Singapour ou pas vraiment? Oui, ça aide beaucoup parce qu'on a pas mal de familles qui sont faites, il y a beaucoup de familles, comme tu sais, qui quittent la France. Ouais. Bon, avec tous les, comment dirais-je, toutes les concerns, toutes les dagots, ce qui se passe là-bas. Et donc, beaucoup cherchent des opportunités en Asie, évidemment, dans le milieu de la finance ou dans d'autres professions libérales, etc. Donc, on a, on va dire, un noyau, un bon groupe
environ 20 familles, quelque chose comme ça. Donc, on a des shiurim avec eux, des péoulotes, etc. Donc, c'est vraiment une petite communauté dans une communauté. C'est comme ça, ils sont en général très actifs, ils sont très impliqués, partie prenante de tout ce qui se passe, de toutes les péoulotes. Vraiment, je crois que c'est quelque chose de très spécial. Ok, c'est super tout ça. Alors, pourquoi la shlichut? Pourquoi partir en shlichut? Pas avoir un travail tranquille quelque part d'autre? C'est en fait, comme tu sais, une fois que tu as été, comment dirais-je, tu as été exposé à ça en tant que bachour, ça te pique, la piqûre de la shlichut. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que j'ai grandi avec. Et pour moi, c'était pas vraiment une question. Si j'avais des opportunités, évidemment, j'allais les poursuivre. Et je pense qu'à Singapour, j'ai vraiment trouvé un endroit où est-ce que, d'abord, je trouvais qu'il y avait un challenge, que c'était vraiment une question de vraiment construire une infrastructure, ce qui était un challenge très intéressant. Et aussi le fait que c'était un endroit où vraiment, j'étais le 3e shaliach en Asie. Et donc, avant moi, il y avait le Rav Avtzan, dont j'ai parlé auparavant, à Hong Kong, qui est venu en Tafshin Memvav. Et ensuite, le Rav Ephraim Kantor qui est venu en Tafshin Gimel à Bangkok. Et moi, j'ai suivi Tafshin Dalet, à la fin de Tafshin Dalet. Et voilà, c'était un petit peu la trajectoire. Donc en 94, ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parler un peu de Singapour, de la communauté? Qu'est-ce qu'il y a, qui c'était, comment ça a été fondé? Ouais. En fait, c'est une communauté qui est assez ancienne. C'est la communauté la plus ancienne de toute l'Asie, que beaucoup de gens ne réalisent pas toujours. Environ 170 ans, 180 ans. Les premiers juifs sont arrivés à Singapour déjà au début du 19e siècle. Et sont des juifs qui sont d'origine d'Irak, donc assez traditionnels, je dirais même plus que traditionnels. Il y avait même parmi eux des Yodai Sefer, Talmidei Chachamim. Et il y avait toujours ce lien entre Singapour et aussi dans toute l'Asie du Sud-Est avec Bagdad. Donc, par exemple, il y avait des ksharim, il y avait des liens avec le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï avait, comme c'est tout ce qui c'est le Ben Ishraï, et donc une communauté assez connectée, avec des racines assez profondes. Ils sont arrivés ici et directement, la première chose qu'ils ont fait, c'est de construire le Beth Knesset avec un mikveh. Et ensuite, ça c'était en 1878. Ensuite, ils ont construit notre Beth Knesset, un gars richissime qui s'appelait Menachem Meir, qui a construit en 1905, etc. Et ils ont fondé un Talmud Torah. Nous, en fait, on a bâti sur ces bases. Ce qui manquait ici, c'est une école qu'on a fondée que ma femme a fondée en 96. Et ensuite, notre centre communautaire, on a des Bachourim qui viennent ici de New York, on a des Minyanim chaque jour, on a toute une opération de catering pour la restauration, pour la nourriture, évidemment, pour les visiteurs, etc. On a, Baruch Hashem, vraiment tous les besoins d'une communauté juive, tout sous un toit. C'est ce qui est, je pense, quelque chose d'assez unique. Et Baruch Hashem, on essaye d'entretenir ça et de faire grandir ça de plus en plus. On a environ 2500 juifs à Singapour et une communauté qui est assez variée. Ça veut dire que ce ne sont pas des juifs qui sont tous du même endroit. Il y a des juifs locaux qui sont des juifs de souche depuis quelques générations. Mais aujourd'hui, évidemment, la majorité de la communauté est expatriée. Donc, on parle de juifs qui sont d'Amérique du Nord ou même un peu d'Amérique du Sud, beaucoup d'Australie, de Russie même. Vraiment tout un mélange. Et le challenge, évidemment, c'est de faire en sorte qu'ils sentent qu'ici, ils ont they have a home, ils ont une maison, ouais. un foyer. Foyer. Donc voilà, donc pour moi, c'est très important depuis le départ d'essayer d'amener tous ces éléments. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on a Baruch Hashem une communauté qui est assez soudée. Donc vous arrivez à mettre tout le monde ensemble, à souder tous ces fractions? Non, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. On est béni avec toutes les politiques qu'il y a partout ailleurs, mais Baruch Hashem, le point final, c'est que les différences, comment dirais-je, les différences vont disparaître quand ça vient, par exemple, à des fêtes
quand ça vient, par exemple, à des activités qu'on fait à travers la communauté, on voit que toutes les barrières commencent à se dissiper. Donc, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, est-ce que tu peux me raconter une journée typique, disons, à la synagogue, au Beth Chabad? Voilà, aujourd'hui, ma journée typique, elle commence à 5 heures du matin parce qu'on est les slichot. Et chez les Sfaradim, c'est une bénédiction que pendant 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, on a les slichot le matin assez tôt. Et comme je disais, en fait, c'est une communauté où nous, dans des grandes villes, ce qu'on trouve, c'est que quand ça vient à l'école, c'est un Mossad avec des gens qui s'occupent de ce Mossad. Quand ça vient à la nourriture cachère, il y a des gens qui ont une affaire, voilà, ils ont des restaurants cachers ou des business de catering. Chez nous, c'est nous qui devons nous occuper de tout. Ça veut dire quand, par exemple, ça vient au mikvaot et qu'il y a un problème, un pépin avec le moteur du filtre du mikvé, c'est ton humble servant qui doit s'en occuper, et ainsi que tout le reste, ça veut dire dans tout, que ça vient avec Sidur Gitin, Kiddushin, ou que ça, n'importe quel aspect de la vie communautaire, c'est nous qui devons nous occuper. Donc ça veut dire que dans une journée typique, Baruch Hashem, qu'Hashem donne les kochot, la vie et les kochot, mais ça ne s'arrête pas. Donc avec le Covid, évidemment, ça s'est amplifié. Contrairement à ce qu'on pense, on pourrait penser que ça a diminué, mais c'est juste le contraire. Ça a vraiment, vraiment amplifié les besoins communautaires, surtout au niveau psychologique, etc. Ça, je pense qu'on ne doit pas faire un dessin, tu dois le savoir aussi. Mais je pense qu'il y a, encore une fois, avec 2500 juifs, on a, Baruch Hashem, récemment, on a dû arranger pour que Moël vienne. Et puis ici à Singapour, avec le bidoud, avec la quarantaine, il faut des pourparlers avec le gouvernement, c'est tout un massa au matin, des négociations. Et ce sont des choses qui, voilà, maintenant on doit négocier pour les fêtes, pour avoir Sukkot, on a une grande soukha pour la communauté. Tout ça, c'est des talichim, tout ça sont des choses qu'on fait au jour le jour, qui Baruch Hashem, fait qu'on porte plusieurs chapeaux. Baruch Hashem, je sais que moi j'ai une fille au Japon en ce moment. Et Baruch Hashem, ils ont un petit garçon aussi. Et pour faire la Brit Mila, c'était pas simple. Ouais. Simple du tout. C'est très compliqué. Alors, comment est-ce qu'on garde l'inspiration? Comment est-ce que le rabbi t'inspire avec tout ça, avec toutes ces histoires? Et je pense que d'abord, tu vois une siyata d'Ishmaïa il faut mettre les choses un peu en contexte. Il y a toujours eu un rave à Singapour. Toujours. Il y a toujours eu quelqu'un depuis 150 ans, que ce soit un rave, ou un shochet, ou un bal tfila, un chazal. Il y a toujours quelqu'un qui s'est occupé de la communauté. Mais je pense que l'essor qu'on a, l'expérience qu'on a eue de cet essor communautaire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a commencé quand on a commencé cette shlichut. Évidemment, c'est pas dû à mes kochot à moi, c'est certainement le kochot du rabbi. Et c'est intéressant de voir la présence du rabbi à Singapour déjà, depuis 1977, Tafshin Lametret, où le Rav Herschel Chitrik, Alav Shalom, était venu ici en Asie évidemment, le point de départ sont des liens d'affaires, de commerce, mais le Rabbi lui a demandé d'imprimer des Tanya, et il a rencontré, quand je voyais, d'ailleurs tu peux trouver sur l'internet, dans une tchoura, je l'ai cherché sur Google, j'ai mis Rav Chitrik, Mizrach Harachok, j'ai trouvé cette tchoura incroyable. Et donc, il parlait en fait de ces entretiens et des rencontres qu'il a avec les Balabatim, toutes les communautés en Asie, en Thaïlande, à Singapour, avec des Balabatim que je connais bien. Et donc, on voyait la main, la présence du Rabbi, déjà à Singapour, depuis lors, mais bien avant ça aussi avec le Rav Groner, à la Vachalom de Melbourne, il y a toujours une présence. Le Rabbi avait, si on peut vraiment dire, Metsudato pour ça, que vraiment on sentait sa présence, son amour pour ces communautés, comment il s'est investi à travers les shluchim, évidemment. Donc, la siyata d'Ishmaïa, pour moi, c'est quelque chose de naturel, mais comment est-ce que le Rabbi l'inspire dans tout ça, pour moi, c'est aussi, comment est-ce qu'on dit, self-evident. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières
à une communauté à Singapour? Je sais que bon, il y a d'autres endroits où il y a des communautés où il y a un Bet Chabad. Quelle serait la difficulté particulière à Singapour? Ou le challenge? Les challenges, évidemment, sont au niveau d'éducation. Ce n'est pas évident. Baruch Hashem, maintenant, il y a le OfficeNet, ça veut dire le online school, qui permet d'avoir des bons standards venant de Chinour, des Chinour Hatao. Donc, au niveau d'éducation, c'est certainement, au départ, quand on a commencé, c'était certainement quelque chose de très, très dur. Je pense que, encore une fois, c'était une question de construire l'infrastructure. Chez nous, jour le jour, le challenge, c'est de faire en sorte qu'on a une communauté qui est assez transiente. Ça veut dire, les gens chez nous, ils viennent, quelques années après ça, ils partent. Donc, on s'attache beaucoup à des familles qui s'investissent beaucoup. Et puis, après quelques années, vraiment, ça devient presque une partie de notre famille. Il faut dire au revoir. Et ça, c'est dur. Donc, on doit se mesurer à ça et toujours d'espérer qu'on a des nouveaux éléments qui vont venir et s'intégrer à la communauté, ce qui n'est pas toujours quelque chose de... on est dans un état perpétuel de prier à Kadosh Baruch Hu que ça continue, qu'on continue à avoir des familles qui vont renforcer. Oui. Donc, je veux dire que pour nous, je pense que c'est l'aspect le moins évident, le plus dur à se mesurer. De l'autre côté, est-ce qu'il y a des succès particuliers, des choses dont tu es fier, des succès, des réussites à Singapour? Oui, je pense que l'école, pour nous, c'était un grand succès. On a commencé avec vraiment avec des, comment est-ce qu'on dit, humble beginnings, avec un commencement très, très simple. On a commencé l'école dans notre appartement, dans une chambre à coucher, avec 2 enfants. Aujourd'hui, on a presque 200 élèves, un grand campus. On a un Talmud Torah qui fonctionne avec chaque dimanche pour ceux qui ne vont pas à l'école juive. Et ça, c'est aussi quelque chose on a construit 2 mikvaot. On a ce centre communautaire qui a été bâti en 2007. Et donc, on voit, Baruch Hashem, on peut subvenir à tous nos besoins communautaires. Et la Yiddishkeit, Baruch Hashem, à un niveau où on peut, il y a pour tout le monde, pour tous les goûts, il y a des shurim qui sont disponibles pour n'importe qui, n'importe quand. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, une source de nachat. On a quelques images qu'on va partager ici avec ce que tu m'as envoyé. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? Voyons voir. Ça, c'est une souka qu'on a emmenée avec nous à l'ambassade d'Israël. Elle, en fait, on ne voit pas, ce n'est pas tellement clair, mais c'est sur un camion. Donc, on fait une souka ambulante, mobile, qu'on emmène partout. Et on aide aussi les bâtiments à construire des soukot chez eux à la maison, parce qu'à Singapour, il y a beaucoup de lois. Singapour, c'est une ville de lois et de règles, etc. Donc, il faut tout faire by the book. Donc, voilà, on a ici une petite souka parce qu'on est avec le garde de l'ambassade. Le chaliar qui est au milieu, c'est le Rav Rivni. By the way, je voudrais bien dire quelques mots sur lui. C'est un chaliar merveilleux qui fait un travail absolument incroyable avec la communauté israélienne, mais aussi dans toute la communauté. Et depuis qu'il est arrivé, c'était une bracha pour la communauté. Donc, voilà. Le souka, c'est le même style qu'à Miami, c'est light. Ben oui, on utilise des feuilles de palme. Feuilles de palme, sans les murs le plus léger possible. Voilà, exactement. Il fait chaud chez nous, il fait chaud humide comme chez vous. Ouais, le climat n'est pas... Ça, c'est notre Beth Knesset, la synagogue, avec comme vous voyez, que vous avez des parochot qui sont partout, qui sont pendus de la Ezrat Nashim. Ça, c'est en fait juste avant, au Shana Rabbah, un minhag chez les juifs irakiens d'allumer des bougies, comme on fait à Yom Kippour, des nerfs de Shama, pour des membres de la famille qui sont décédés, etc. Donc voilà, ça c'est notre synagogue qui est ouverte chaque jour pour des minyanim, pour des Shabbatot. Très belle synagogue, l'Ainara. Ouais. Comment ça s'est passé avec le Covid? Vous êtes resté ouvert? En fait, vu que j'habite dans le centre communautaire avec mon
avec mon collègue, le Rav Rivi, l'autre Shaliach, donc, et les Bachourim, qui habitent aussi avec nous. Donc, en fait, on avait automatiquement 10 personnes. Le gouvernement nous a permis d'avoir un minyan chaque jour, ce qui a, Baruch Hashem, ce qui a aidé. On nous a demandé, en fait, partout dans le monde de dire Kaddish pour de New York, d'Israël, ce qui était c'était un petit peu surréel. Mais voilà. Donc, et ça, c'est une photo de notre soukha communautaire. La fameuse soukha. Oui, ça c'est là, elle peut contenir entre 200 et 250 personnes avec des airs conditionnés à l'intérieur, vous voyez. Ouais. Donc, ouais, on fait en sorte que les gens se sentent confortables. Ah, ça, je le connais. Oui, Levi Scholz, il était chez vous, je pense, non? Oui, il était chez nous. Il a fait du travail incroyable. Un très bon garçon. En train de faire Miftsai, mais ça, alors ça, c'est le Talmud Torah dont on parlait? Ça, c'est un lunch and learn pour les enfants de l'âge entre 9 et 10 ans dans la maison d'un balabait qui est avec cette chemise rouge. Et donc, on organise ces lunch and learn et ces learning sessions de temps en temps chez différents balabatim, parfois chez nous à la Beta Knesset. Il a besoin d'une refoua chez les mains. Voilà, donc c'est intéressant que tu aies mis cette photo. Ça, c'est Challah Baking qu'on a fait pour la communauté et qui était pour dans le contexte de Shabbat Project. Super. Ah, on connaît bien. Voilà, ça c'était un JO avec. Je me rappelle pas exactement quand c'était. On dirait que c'était Purim en fait, quelque part. Avant Purim, ouais. Chose comme ça. Je vois quelqu'un avec un chapeau. La synagogue se trouve dans le stand communautaire aussi ou c'est un autre Pardon? Est-ce que quoi? La synagogue se trouve dans le centre communautaire ou bien c'est un autre bâtiment? Juste à côté, un autre bâtiment. Ça veut dire on a la Beta Knesset et juste à côté, le building d'à côté, on a le centre communautaire. D'accord. Ouais. Ça va être le même Farbrengen que l'image d'avant. Ouais, exactement. Okay. Super. Alors, quel est le rôle de la shlucha dans cette shlichut de ta femme? Ma femme, en fait, est aujourd'hui responsable de tout le programme d'études judaïques à l'école. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Des journées assez longues. Bon, il faut Baruch Hashem maintenir. Bon, je parlais que la communauté est assez transiente. Ça veut dire que chez nous, d'avoir des teachers, des enseignants, c'est pas toujours évident. Ça veut dire qu'il faut les importer, il faut les faire amener. Il y en a qui viennent et qui partent. C'est un turnover qui est assez... Les choses changent, donc il faut maintenir tout ça, mais évidemment, dès que la journée se finit, ça revient à des, comment est-ce qu'on dit, des responsabilités qui incluent le mikveh, les shiurim et tout le reste. C'est vraiment l'Aïnara sans arrêt. Je pense que le soutien, évidemment, est un soutien qui n'a sans la Akeret Habayit, sans la Shlucha, il n'y a pas de shlichut. C'est sûr. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent un peu mieux sur Chabad? Pour moi, c'est intéressant cette question parce que depuis que je suis arrivé à Singapour, une communauté séfarade, et pour eux, mon nom c'est Abergel, je suis marocain de souche, oui, mais non, pour eux, j'étais Ashkenaz. Voilà, t'as un chapeau, t'as une barbe, t'es blanc, t'es Ashkenaz. Voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour expliquer, pas pour expliquer, persuader de nourrir cette idée que Chabad, c'est une approche, Chabad, c'est une manière de concevoir les choses, tout un système qui n'est pas seulement un système théologique, mais comment servir à Kadosh Baruch Hu et de faire en sorte que notre vie est transformée à travers cette approche. Et donc, Baruch Hashem, je pense qu'avec le temps, cette idée, je ne sais pas si parmi tous les shluchim, on a les mêmes circonstances comme on a ici chez nous, mais je pense que le challenge, il est le même challenge. Évidemment, si on arrive à avoir des Mekouravim qui sont complètement intégrés dans Chabad avec même l'aspect externe, toute la chitzoniout, ok, Baruch Hashem, c'est un grand, comment dirais-je, great achievement. Mais je pense que l'essentiel ici, c'est de faire en sorte qu'on ait des balabatim, des familles
qui pour eux, le limoud à Chassidut, c'est une partie de leur vie, qu'on étudie Pnimiut Torah, qu'on vit avec. Et pour moi, ça, c'est, je pense, l'aspect le plus important de Chabad pour moi, c'est de partager ça avec les Mekouravim. Mais dans ma situation à moi, Baruch Hashem, je suis dans une position où je me vois, évidemment, mon tafkid, le plus important, c'est le tafkid d'un shaliach. Je suis un rav d'une communauté. Je suis le Rav Rashi d'une Médina qui me donne cette opportunité justement de pouvoir avoir cette influence. Donc, j'utilise ça afin de faire comprendre que les Balabatim comprennent que quelque part, Chabad, c'est pas juste un mouvement avec des buts et des objectifs qui sont des agendas qui sont comme beaucoup d'autres mouvements, mais que c'est une force qui peut unir Am Israël autour d'une même cause et qui évidemment la vie de Biat HaMashiach, la vie d'Imot HaMashiach. Je ne sais pas si tu as vu, il y avait une interview avec le Rav Sitruk à la Vachalom où quelqu'un lui avait demandé est-ce qu'on peut être tunisien et Chabad? Et plus ou moins la réponse était c'est la même chose. C'est la joie de vivre, c'est la joie de la Torah. Oui. Il n'y a pas de contradiction, au contraire, c'est la même chose. Voilà, en effet. Je paraphrase, mais c'était plus ou moins la même chose. Ok, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec? S'il y avait une baguette magique, je pense que dans le contexte de ma communauté, si tu parles, dans ma communauté, une baguette magique, ce serait de faire comprendre à tous les juifs qu'on a ici, qui sont encore une fois, qui sont tellement de background, qu'est-ce qu'on dit background, qui sont de... J'ai le même problème que toi. Ouais. Non, des juifs qui viennent de partout, avec des différentes cultures, différentes choses, de faire comprendre qu'on est Am Echad, Kulanu Bnei Ish Echad Nachnu, qu'en vérité, on a les mêmes buts, qu'on veut accomplir les mêmes choses, et que notre neshama, évidemment, parle d'un peu d'une manière avec un autre langage parfois, mais qu'en fait, on désire les mêmes choses et qu'il faut que ça s'exprime dans la vie de tous les jours avec des choses qui sont tangibles et concrètes et qui amènent à... Si j'aurais une baguette magique, je pense que c'est ça que j'aurais... Le reste, ça vient tout seul. Le reste, ouais. J'avais posé la question, mais peut-être que tu as répondu. Quels seraient tes souhaits pour la communauté? Les souhaits pour ma communauté à présent, c'est avec le... Bon, je vois ça maintenant à travers le prisme de ce qui se passe dans la situation, ce qu'on est maintenant avec le Covid. C'est de ne pas perdre... de pas perdre la perspective, the big picture. Ça veut dire que parfois, on se dit, voilà, on a ce challenge, parfois financier ou autre, qui nous amène un petit peu à bifurquer de notre vision. Et si je peux me concentrer sur le moment, sur le présent, je pense que mon souhait pour la communauté, ce serait de rester with your eyes on the ball, de rester focused, avec détermination, de continuer de travailler, de ne pas être... comment dirais-je, distraire, comment est-ce qu'on dit distrait, éparpillé, distrait. Ouais. Distrait, voilà. Et je crois que c'est un peu, je pense, pour moi, c'est un peu le challenge, l'épreuve que j'ai à ce moment. C'est que surtout les balabatim dans la leadership, ceux qui sont responsables au niveau financier, etc., c'est qu'il y a pas une panique, mais il y a des... On commence à demander des questions. Où est-ce qu'on devrait s'investir le plus ou le moins? Parfois, on a tendance à dire, on va couper ici, on va couper là. Mais c'est pour ma communauté, c'est qu'on continue à avancer, qu'on regarde comme Narshon. Il y a une grande mer, mais si on fait ce qu'on doit faire, on commence à rentrer à Kodesh Baruch Hu, il nous fait Kiryat Yam Souf. Bon, et pour ta famille, souhait, espoir pour la famille? D'abord qu'on ait les kochot. C'est la première chose, qu'on ait la santé, évidemment, ça c'est chose de base. Mais au-dessus de là, évidemment, du nachat des enfants, qu'on les voit grandir derech Hashem, qu'ils soient évidemment des chassidim, Yerushalayim, Namdanim, ça c'est la chose la plus importante. Et je pense qu'on a pas au Hashem, les enfants sont ils ont grandi dans cette shlichut, et ils ont je crois qu'ils ont un sentiment très, très, très fort pour tout ce qui se passe ici.
pour moi, voilà, on arrivait maintenant à un shlav où on a 4 enfants qui sont en dehors de la maison. Donc, on espère qu'ils vont réussir dans tout, spirituellement, matériellement. Par curiosité, quand on est né à Singapour, on a quoi comme passeport? Ben, en fait, à Singapour, on n'est rien. On n'est rien. Ils ne donnent pas la citoyenneté tellement facilement. Alors, j'ai, par exemple, des enfants qui sont nés ici, mais quand ils viennent maintenant, comme ils sont au-dessus de l'âge de 21 ans, ils viennent ici comme des touristes, comme s'ils n'ont jamais été ici. Ah bon? Donc, ici, les standards sont assez stricts au niveau de l'immigration, etc., etc. Il faut... donc, ils suivent vos passeports à vous. Les passeports voilà. Voilà, okay. voilà. Non, des citoyens américains, ils sont américains. Pour eux, pour les Singapouriens, ça commence et ça s'arrête là. Je sais que mon petit-fils, je te disais, j'ai un petit-fils qui est né au Japon, donc c'est la même chose. Au Japon, si on ne reçoit pas la citoyenneté, donc mais il faut faire une demande de devenir citoyen américain, donc ce n'est pas automatique. Ouais. Donc, il est apatride, j'imagine, pour un certain temps. Apatride, oui, justement, ça c'est un problème à Singapour, le problème, c'est simplement que si on devient citoyen, les enfants doivent faire l'armée. Et l'armée ici, ça veut dire qu'on ne peut pas garder ni Shabbat ni Kashrut, qui a un problème. Donc, évidemment, c'est pas que, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas chayar pour nous. Mais malgré tout, qui peut être une épreuve pour beaucoup de familles qui pensent à s'installer ici en permanence. Donc, voilà, les lois d'immigration sont assez strictes. Mais... OK. Petit message pour finir. Dernier message. Petit message, c'est Am Israël Chai, le Rabbi est avec nous, le Rabbi nous donne des kochot, le Rabbi nous inspire, le Rabbi donne tous les outils qu'on a besoin pour pouvoir réussir dans notre shlichut. Je pense que peut-être parfois on n'est pas toujours avec les nisyonotes qu'on éprouve au jour le jour. Parfois on peut avoir un petit safek, et je pense que le message c'est que on fait un petit effort et à Kadosh Baruch Hu, avec le Krod du Rabbi, on réussit à faire tout le reste. Je suis convaincu de tout ça. On a vu dans notre shlichut, je suis certain que d'autres ont vu aussi. Le message est très simple. Bergel, Mordechai, merci beaucoup. C'est un plaisir de te voir, de bavarder. Plaisir de se réunir comme ça avec. Ouais, ça me donne un peu de nostalgie. Je suis content comme ça d'avoir un point de connexion. Exact. Ça faisait longtemps. Et beaucoup de succès pour vous aussi, dans votre shlichut. Toi aussi. Khatima Tova, Shana Tova Metuka. Khatima Tova, Altar L'chaim Tovim, Kol Tov.